chemin faisant, que l'éducation constituait le socle de toute liberté. Très vite, nous voulons justement faire la chronologie de Martin Luther King. King est né en 1929. Tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention au 9. Il est né en 1929. Il a été consacré pasteur le 25 février en 1948, donc à l'âge de 19 ans. Il épouse Coretta Scott en 1953. Et le 1er septembre 1954, il devient pasteur de l'église de Dexter à Montgomery. Éventuellement, comme il le cite lui-même, lorsqu'il s'est engagé, surtout dans les études, pour lui, l'objectif était un jour que l'homme noir soit libre aux États-Unis. Mais il n'avait pas de technique. C'est ainsi, dans ses études de sociologie, parce qu'en amont, il a fait sociologie, il était en train de chercher les moyens par lesquels de trouver une technique qui permettrait naturellement de mener un combat sans violence. Un jour, donc en 1950, il va rencontrer un grand homme, un professeur noir. Parce qu'aux États-Unis, comme on l'a cité tout à l'heure, Washington, T. Booker, qui est le premier noir qui avait construit la première école, qui a formé plus de 2000 noirs, éventuellement au métier, je dirais, de la menuiserie, mais bien évidemment sur la philosophie et l'histoire. Et c'est lui qui a permis à ce que l'homme noir sort du milieu où éventuellement il a été soumis pendant 3 siècles. Et c'est ainsi la quasi-majorité des jeunes qui sortaient de cette école s'engageaient dans la vie sociale. Mais Martin Luther King, c'est une particularité. Son nom a été changé depuis l'âge de 5 ans. Probablement après le voyage de son père en Palestine, il était parti en pèlerinage. Et les Noirs avaient pris une attitude de révolte, naturellement pour se libérer, parce que tous les noms qu'ils ont, c'était les noms de leur maître. Et le père de Martin Luther King avait décidé éventuellement de changer son nom de Michael pour mettre Martin Luther en se référant au réformateur de l'église évangélique. Et déjà à 5 ans, Martin Luther King avait écouté le sermon d'un grand homme, d'un grand pasteur noir. Il avait dit à sa mère, lorsque je serai grand, je serai comme ce grand homme qui prêche. Donc en se sentant déjà, Martin Luther King depuis 5 ans, il avait un rêve. Bien évidemment, son histoire va changer. Dans la nuit du 1er décembre 1957 à Montgomery. Mais nous voulons ici signaler que ce sont les femmes qui ont déclenché, s'il faut le dire, le mouvement de libération de l'homme noir aux États-Unis. Il y a une femme, Rosa Parks, elle avait 41 ans. C'est celle qui avait refusé de céder sa place parce qu'à l'époque, il y avait, après l'abolition de la traite négrière, il y avait la ségrégation. Donc, les Noirs étaient séparés des Blancs, que ce soit dans les transports et dans les lieux publics. Et Rosa Parks, ce jour-là, revenant fatiguée de son travail, avait refusé de céder sa place. Et bien évidemment, quand vous refusiez de le faire, vous subissez des sanctions ou encore vous êtes arrêté. Donc, elle a été arrêtée. Les Noirs ont dit trop c'est trop. Ils se sont retrouvés ce jour-là. Alors, je voudrais encore signifier quelque chose qui pourra accompagner la jeunesse. Le jour où ils se sont retrouvés, il y avait toutes les couches sociales noires. Ce n'est pas Martin Luther King qui avait eu l'idée, éventuellement, d'engager ce combat, mais Martin Luther King en était parti le prendre. Mais bien évidemment, avant cela, il avait adopté, s'il faut le dire, une attitude pour rechercher les solutions naturellement pour que le noir soit libre d'une manière sans violence. Et donc, en 1950, il va rencontrer ce grand homme dont j'évoquais jadis, qui avait parlé de Gandhi. Donc, Martin Luther King va découvrir Gandhi ou encore la philosophie de Gandhi en 1950. Et au sortir de cette conférence, telle que ça se passe ici, Martin Luther King est parti acheter 6 livres sur Gandhi. Encore une fois de plus, pour soutenir ce que mon prédécesseur vient de dire, aucun peuple ne peut se développer sans livre. Les États-Unis sont la première puissance, ce n'est pas parce qu'effectivement ils ont la plus grande armée. Non, c'est parce qu'ils ont la plus grande bibliothèque au monde. Et cette bibliothèque, naturellement, a été, comme on a su le dire par le président, le deuxième président des États-Unis. Mais je voudrais quand même évoquer un homme, Thomas Jefferson. Le premier qui a construit une bibliothèque privée qui contenait plus de 6479 ouvrages. Parce que après
La bibliothèque, naturellement, des États-Unis a été détruite par une après la guerre. Et donc, il fallait éventuellement remplacer les ouvrages. Donc, c'est Thomas Jefferson qui a rempli éventuellement la bibliothèque du Congrès des États-Unis. Et Martin Luther King a fait de la lecture son cheval de bataille. C'est la lecture qui a transformé Martin Luther King. Parce que, sans lecture, d'abord, le combat, il est mental. Tant que l'Africain ne prendra jamais conscience que tous les problèmes qui minent l'Afrique sont d'ordre, il faut le dire, mental, on restera tous dans cet état. Donc Martin Luther King s'est détaché. Et donc il s'engage dans le combat en 5 décembre 1955, où il fait son premier discours. Et donc l'objectif, c'était éventuellement de demander à tous les Noirs de boycotter les bus à Montgomery. C'est ce qui fut fait. Mais l'idée est venue d'un syndicaliste. Donc Martin Luther King était comme, en fin de compte, quelqu'un qui recevait de la part, naturellement, des autres personnes, mais bien évidemment, le charisme en lui a fait à ce qu'il soit devant. Et c'est à ce moment-là que Martin Luther King va s'engager dans le combat. Mais ça ne faisait que commencer. Je voudrais juste également évoquer ce point important. C'est l'Église, naturellement, qui a façonné le peuple noir d'Amérique. Le peuple noir est arrivé, naturellement, en 1619, et bien évidemment, avec tout ce que ce peuple vivait, même dans l'Église. Vous savez, la Bible, elle est là, demande, en fin de compte, l'égalité, c'est écrit. Mais aux États-Unis, au temps de la tête négrière, les Noirs, si cette salle est une église, les Noirs étaient dehors. Ils vont se révolter pour créer la première église. La première personne qui a créé l'église s'appelle Andrew Bryan. En 1778 fut créée la première église africaine qui est dénommée First African Baptist Church. Nous avons découvert dans ce peuple une particularité, un attachement aux valeurs africaines. Voilà pourquoi vous remarquez par exemple le négro spirituel ou encore le gospel est venu de nos traditions africaines que nous bafouons aujourd'hui, vous et nous, éventuellement qui détruit notre identité. Je voudrais quand même citer cette citation que lui-même Martin Luther King disait. Lorsqu'en 1954, je partis comme pasteur à Montgomery, en Alabama, je n'avais pas la moindre idée que je serais plus tard impliqué dans une crise où la résistance non violente serait applicable. Martin Luther King, lorsqu'il s'engage dans le combat, mais il y a quelque chose qui manquait à Martin Luther King. C'est un Africain. Aucun de tous les hommes qui se sont engagés a pu éventuellement mener un combat avec du succès ou encore avec une réussite. Vous savez, il y a eu cet homme qu'on appelait Frederick Douglass, qui était même le premier noir conseiller d'Abraham Lincoln. C'est lui qui a favorisé l'entrée dans l'armée américaine des premiers noirs qui ont combattu pendant la guerre de sécession. Mais un jour, Martin Luther King sera invité par Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme, en 1757. Notamment, il est arrivé pour la première fois en Afrique le 4 mars 1957. Et nous avons découvert... Il vous reste 8 minutes. Merci. Nous avons découvert que le combat de Martin Luther King, qui a eu son appui en Afrique, le continent que vous et nous négligeons, pour éventuellement ressasser l'histoire, c'est l'Afrique qui a philosophé avant toutes les civilisations. Malheureusement, l'histoire a été tordue. Et le voyage de King a été déterminant. C'est ici que Martin Luther King va découvrir tout le sens de son combat. Il a été influencé par Kwame Nkrumah. Et Martin Luther King est reparti aux États-Unis. Il n'était pas encore connu. Et une autre date qui a fait que Martin Luther King soit connu, c'est le 17 mai 1957, qui marquait les 3 ans de l'abolition de la ségrégation. Et là encore, c'est une jeune fille de 5 ans qui avait déclenché effectivement ce mouvement. On appelle ça la loi Brown. La fille là s'appelle Brown, qui avait effectivement mis fin entre la ségrégation dans les écoles entre les Noirs et les Blancs. Et nous avons compris, si jusqu'aujourd'hui en Afrique on souffre, la première des choses, c'est que nous manquons, s'il faut le dire, l'esprit de la mémoire. Aujourd'hui nous sommes en Afrique, malheureusement,
lorsque nous voyons notre système éducatif, cela ne permet pas qu'un jour ce pays se développe, même si on a fait du développement un slogan. Vous savez, il y a un sociologue, Émile Durkheim, disait « Enseigner la morale, ce n'est ni la prêcher, ni l'inculquer, mais c'est l'expliquer. » Mais on ne peut pas expliquer éventuellement quelque chose si on ne comprend pas le fond. Et nous avons découvert en Afrique, le problème est historique. Tant que nous n'aurons jamais l'authenticité de l'histoire de l'Afrique, quel que soit l'engagement, quels que soient les investissements, même si on emmenait les 4 autres continents pour venir investir en Afrique, rien ne va marcher. Et qui, s'il a réussi son combat, c'est parce qu'éventuellement, il a su maîtriser l'histoire du peuple noir et il est revenu sur la terre de ses aïeux. Et voilà pourquoi nous demandons à la jeunesse africaine de se lever, d'abandonner les violences, d'abandonner naturellement